Nous accueillons Monsieur Emmanuel Petiot, qui est directeur général de DINOV. Alors DINOV, c'est une société très spéciale, c'est une société de biotechnologie verte qui développe des procédés pour produire soit des produits chimiques, soit des carburants, mais de manière biosourcée, donc sans recours au pétrole. Et sa technologie repose sur quoi? Sur l'exploitation de bactéries, qui sont des bactéries très spéciales, qui se nomment les déinocoques, et dont le mécanisme, je crois que c'est des bactéries qui ont plusieurs milliards d'années. 3,5 milliards d'années. 3,5 milliards d'années, et dont les mécanismes ont été découverts par le professeur Miroslav Radman, qui est un chercheur très connu. Alors, est-ce que d'abord, vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce procédé qui est assez fascinant? Alors, effectivement, DINOV possède ce qu'on appelle une banque de bactéries de 6000 souches, dont à peu près 2500 déinocoques, qui vont assimiler des résidus agricoles ou des déchets urbains et ménagers pour en faire des produits de valeur ajoutée comme l'éthanol, qui donc est de seconde génération parce qu'il sera fabriqué à partir de résidus et pas de matière alimentaire. Et ce déinocoque peut également amener à la fabrication d'intermédiaires de chimie, par exemple des intermédiaires de parfumerie. Quand vous avez un parfum aujourd'hui qui a un arôme d'orange, de mandarine ou de citron, ça peut venir d'une molécule qui est pétro-sourcée, donc à partir de matières fossiles, mais cette molécule peut également venir d'une source de sucre. Grâce au déinocoque, vous pouvez transformer ces sucres dans ces matières. Et la troisième chose, c'est que ces déinocoques fabriquent aussi naturellement des composés qui peuvent être exploités dans la cosmétique, dans la parfumerie, dans l'alimentation humaine et dans l'alimentation animale. Donc ces déinocoques, en fait, vont métaboliser les sucres, donc utiliser les sucres comme un aliment, comme une matière première, pour fabriquer et les transformer, ces sucres, dans des composés d'intérêt utilisés par ces industriels. Alors, je crois que leur spécificité aussi, c'est leur robustesse. Puis je crois qu'elles sont capables de réassembler leur génome, c'est-à-dire qu'elles sont quasiment immortelles. Oui, c'est des bactéries qui arrivent à réassembler leur génome, alors que n'importe quel micro-organisme aujourd'hui que vous trouvez sur la planète, si vous le cassez en plusieurs centaines de petits morceaux, ce micro-organisme ne peut pas revivre, ne peut pas être ressuscité. Le déinocoque est différent, vous rajoutez une goutte d'eau et donc le déinocoque ressuscite. Ce n'est pas une propriété qu'on utilise avec nos clients industriels, mais ça leur donne des capacités assez spectaculaires. C'est des bactéries qui sont thermophiles, qui agissent à haute température, et c'est des bactéries qui ont une robustesse hors du commun, donc elles vont résister à des niveaux de toxicité qui est généré dans le processus industriel et qui va nous permettre de la vendre dans un environnement qui n'est pas un environnement de laboratoire, mais qui est un vrai environnement commercial. Alors vous avez annoncé, je crois, une avancée importante en 2014 en termes de production de bioéthanol. Quelle est-elle? Oui, c'est vrai. On a réussi ces 2 dernières années à annoncer des avancées en laboratoire fondamentales qui sont que le déinocoque arrive, par exemple, à fabriquer de l'éthanol à partir de sucre dans des quantités qui sont compatibles avec la commercialisation. Tous ces essais ont été faits en laboratoire. On arrive aujourd'hui à modifier la bactérie à façon. On arrive à faire en sorte qu'elle assimile tous les sucres qui viennent de la seconde génération. Ils sont nombreux. C'est des sucres qui peuvent être du glucose, du mannose, du galactose, du xylose, de l'arabinose. Et il faut que cette bactérie puisse assimiler tous ces sucres pour ensuite en faire de l'éthanol. Et on a annoncé en début d'année que la bactérie était capable de produire de grosses quantités d'éthanol à l'échelle du laboratoire à partir de glucose. Et on a fait la même chose avec du xylose et du glucose. Maintenant, l'idée, c'est de passer à l'étape industrielle. Donc on reçoit des matières premières de nos clients industriels et finalement, on fait une petite étape supplémentaire qui est très importante, qui est de se confronter à la réalité commerciale, qui est que demain, c'est-à-dire dans 2-3 ans, on va devoir vendre notre bactérie dans cet environnement. Donc on arrête les tests en laboratoire et on se confronte à la réalité industrielle. Alors j'imagine, oui, vous ne travaillez que pour donneur d'ordre, c'est-à-dire que vous avez des partenaires qui permettent de financer au moins une partie des projets. Et qui sont ces partenaires et dans quel domaine intervenez-vous? Alors on a réussi à sceller 4 partenariats depuis le début de l'année. Le premier avec Abengoa, avec qui on va qualifier notre technologie sur des résidus agricoles, en l'occurrence du maïs. Donc là, on va partir sur de la tige de maïs, des feuilles de maïs, des épis de maïs, pas sur le maïs lui-même. Et l'idée, c'est qu'avec Abengoa, on puisse, ce qu'on appelle mettre à l'échelle,
de réaliser des essais dans nos laboratoires, dans les leurs, à partir de la vraie matière industrielle, et dans 2-3 ans, vendre la bactérie dans leur usine commerciale, puisqu'ils viennent de construire une usine dans le Kansas, à Hugoton. Donc ils ont une usine qui aujourd'hui fabrique des biocarburants de seconde génération. L'idée, c'est qu'on puisse le faire et vendre cette bactérie dans un délai, encore une fois, de 2-3 ans. Suez Environnement, projet assez similaire sur le déploiement scientifique, mais totalement différent, puisque sur la partie matière première, puisqu'on part de résidus urbains et ménagers. Donc là, on va prendre la fraction organique des déchets urbains et ménagers. On va prendre des cartons, des papiers, on va prendre une partie de la fraction fermentescible des ordures ménagères, on va mélanger ça et on va adapter notre bactérie sur cette matière première. Donc là, vous êtes en plein dans l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser vos poubelles, qui coûtent de l'argent aujourd'hui à l'État, puisque les poubelles, évidemment, il faut les gérer, il faut les transformer, on ne peut pas les accumuler à ciel ouvert, et on va en faire des biocarburants de seconde génération, et on veut être dans une position, à 2-3 ans, à présenter un concept industriel qu'on mettra en place pour commencer dans le sud de la France, puisque l'objectif avec Suez Environnement, c'est de construire un module pré-commercial à cet horizon. Le troisième partenariat, c'est un partenariat avec MBI, qui est le Michigan Biotechnology Institute aux États-Unis, qui va nous aider, c'est un affreux anglicisme, à dérisquer notre technologie, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse démontrer qu'avec de la vraie matière, dans des vrais tanks de fermentation, on arrive à réaliser des essais et à produire les mêmes titres, les mêmes rendements, la même productivité, et ce sera sur la partie éthanol. Donc ça, c'est le troisième partenariat. Et le dernier, c'est exploiter ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le fait que les déinocoques fabriquent naturellement des tas de composés naturels du type vitamines, caroténoïdes, sucres, enzymes. Et avec Sofiproteol, on va cribler notre souchier, donc on va aller chercher les composés qui sont fabriqués naturellement par les déinocoques pour en faire des additifs pour l'alimentation animale. C'est un projet un petit peu différent, c'est ce que j'appelle la diversification intelligente, de manière un peu prétentieuse, parce que c'est nous qui l'avons mis en place, mais ça nous permet de compter non seulement sur des biocarburants, mais aussi sur des matières premières qui sont un peu plus faciles à développer que ces biocarburants qu'évidemment nous n'abandonnons pas. Et entre-temps, on négocie avec de nombreuses autres sociétés, on a d'autres matières premières dans nos laboratoires, mais évidemment, on est une société cotée, donc on annonce que les partenariats qui sont effectivement signés. Mais c'est vrai qu'on a sur la partie prospection commerciale, on a énormément progressé ces dernières années. Alors pour le moment, vous êtes encore en phase, je dirais, pilote sur des essais. Vous êtes encore assez loin de la commercialisation. Et justement, comment fonctionne votre modèle économique? Comment percevez-vous des revenus? Et à quel horizon pourriez-vous atteindre l'équilibre, si ce n'est la rentabilité? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Donc, les dépenses de Deinov sont relativement bien maîtrisées dans le sens où on est une société qu'on appelle en anglais capital light, c'est-à-dire qu'on dépense peu, on investit peu, puisqu'on ne construira pas d'usine. Donc, demain, Deinov ne sera pas opérateur d'une usine qui fabrique 80 millions de litres de biocarburant. Donc, on n'est pas en capacité de mettre 150 millions d'euros sur la table. On ne pourra pas lever ce type de somme. Donc, notre plateforme reste une plateforme technologique, de recherche. On dépense aujourd'hui 7 à 8 millions par an. Dans 2-3 ans, on pense pouvoir générer nos premiers revenus de licence. Donc, c'est un modèle de licence. En fonction de la valeur créée par notre technologie dans le procédé du client, vous pourrez aller chercher 3, 4, 5, 10, 15% de revenus de licence à partir des ventes réalisées par nos clients. Donc, c'est vraiment notre modèle. Donc, premier revenu dans 2-3 ans, l'équilibre. Évidemment, plus on aura de contrats, plus on aura diversifié et plus cela ira vite. Il est un peu difficile d'estimer quand Deinov peut arriver à l'équilibre. En tout cas, les premiers revenus, réellement, dans 2-3 ans, je crois que c'est tout à fait possible. Avec Sofiproteol, par exemple, on compte bien mettre sur le marché des premiers additifs pour l'alimentation animale dans 3 ans. Et encore une fois, de tourner de manière effective, de fabriquer de l'éthanol de seconde génération dans 3 ans avec nos partenaires, Suez Environnement à Bengoa, mais aussi d'autres qu'on est en train de développer aujourd'hui et avec qui on collabore dans nos laboratoires. Et j'espère qu'on sera en mesure de faire des annonces. Alors, premier revenu dans 2-3 ans, certes, mais d'ici là, comment allez-vous, si je puis dire, tenir, puisque je crois que votre trésorerie n'est pas à un niveau très élevé. Et surtout, mauvaise nouvelle, en juin, vous n'avez pas réussi à lever les 19 millions que vous souhaitiez auprès du marché. Donc, l'opération d'augmentation de capital a capoté. Alors, comment allez-vous faire et quelles sont les solutions alternatives ?
Alors, on est très confiant dans notre capacité à lever des fonds. On a effectivement en juin réalisé une augmentation de capital qui n'était pas très maligne, ça je l'avoue, hein, c'est pas la peine de tourner autour du pot, et je l'ai dit à certains d'entre vous qui sont venus nous voir, parce on est parti sur une structure qui n'était pas une structure adaptée, avec un prix maximum que personne n'a vraiment compris. Honnêtement, nous non plus d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre discussion. Et donc les conditions de marché n'étaient pas bonnes. C'est votre conseil qui vous a mal... Je crois qu'on a été mal conseillé, et je crois que bon, c'est aussi notre rôle d'accepter les bons conseils, donc on est aussi responsable quelque part, mais on n'a effectivement pas été très bien conseillé. Je crois que la structure n'était pas la bonne. On a fait face à des conditions de marché qui étaient compliquées. On est arrivé en plein dans l'été. Il y avait d'autres opérations. Les gérants de fonds ont dû faire des arbitrages. On visait un gros montant parce qu'on pense qu'il est important pour une société comme la nôtre de se focaliser sur les partenariats, la recherche et sur la gestion financière de la société et pas tellement d'être en levée de fonds constante. Donc, on est en train de trouver des solutions, extrêmement confiants sur les 12 à 18 mois. Et évidemment, on espère revenir vers vous le plus rapidement possible. Je ne pense pas que les conditions de marché aujourd'hui nous permettent de retourner sur les marchés, mais ça peut se retourner très rapidement et de revenir vers vous avec une structure compréhensible, classique, dans laquelle tout le monde pourra rentrer parce qu'il est assez logique, je pense, de réinvestir dans une société comme Deinov qui, selon moi, a une valorisation qui n'est pas extrêmement élevée. Il suffit de comparer notre valorisation de marché, hein, notre CAPI, par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Bon, je pense qu'on a de la marge de manœuvre. Alors la dernière question, avant peut-être de laisser la parole au public, ça concerne l'évolution du titre, puisque autant en 2013, vous aviez une très belle performance, puisque vous aviez gagné près de 30%. En début d'année, le titre gagnait encore 25%, mais malheureusement, depuis l'augmentation de capital avortée, si je puis dire, l'action a fortement chuté. Alors, est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû à un autre élément? Et qu'est-ce qui pourrait redonner des couleurs à l'action aujourd'hui? Alors bien sûr, je ne maîtrise pas complètement notre cours de bourse. D'ailleurs, j'en ai ni le droit, ni le pouvoir, ni la possibilité, hein, quelle qu'elle soit. Mais c'est vrai que notre cours de bourse a baissé. Donc il a baissé en plusieurs phases, et un peu en ligne avec ce qui se fait avec les autres biotech. C'est-à-dire qu'on est passé d'un cours de 14,40 pendant l'augmentation de capital à un cours de 12 après. Effectivement, les marchés ont considéré qu'on n'avait pas réussi à lever des fonds en quantité, ce qui était le cas. Donc finalement, la punition est logique, elle est plutôt mesurée. Ensuite, on a vu différentes choses se passer. On a vu un fonds qui est sorti, d'autres sont rentrés évidemment. Et vous savez, quand vous sortez d'une action comme la nôtre qui est liquide, mais qui n'est pas extrêmement liquide, et que vous utilisez un robot, c'est compliqué, parce que le robot en fait sort et plus rien n'est maîtrisé. Donc je pense que c'est un manque de respect vis-à-vis des actionnaires en général de Deinov. Donc ça s'est passé, effectivement ça a affecté le cours. Et enfin, je crois que vous l'avez tous vu, dans une période où le PIB de la France ne croît pas comme il doit croître, avec des problèmes géopolitiques, avec un prix du pétrole dont on pourra parler après qui baisse un petit peu, les gens se posent des questions. Et donc je pense que naturellement, il y a eu un transfert vers des actions qui sont plus bons pères de famille. Donc on est arrivé à une valorisation qui est plutôt basse. Maintenant, je pense que j'ai toute confiance dans la possibilité que le cours rebondisse. C'est peut-être le moment d'acheter. Oui, moi évidemment je le pense, mais je ne peux pas... voilà. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Je pense que c'est une belle valeur. Je pense qu'on a des débouchés qui sont à la fois dans des commodités, dans des intermédiaires, dans des spécialités. On avance. Finalement, on a baissé de 14 à 7 à peu près aujourd'hui en signant 4 grands partenariats. C'est un petit peu bizarre quand même. Au niveau industriel, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est comme ça. C'est les affres de la bourse et on est par définition de valeur un peu plus volatile que de grands groupes chez qui vous pouvez investir également. Merci en tout cas. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle pour Monsieur Petiot ? On va vous passer un micro, je crois. Bonjour. J'aimerais savoir s'il y a un impact du cours du pétrole sur votre rentabilité future. Oui, c'est une très bonne question. En gros, tous les programmes qui visent à développer des voies alternatives au pétrole, alors je ne parle même pas de la diminution de l'empreinte carbone, qui est assez fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas imaginer payer un premium pour une solution qui va économiser, en l'occurrence, quand vous utilisez un biocarburant de seconde génération par rapport au pétrole, vous économisez à peu près 90% de dioxyde de carbone. C'est-à-dire que les émissions ont baissé de 90%. Donc c'est assez phénoménal. Et je parle d'un cycle d'analyse de vie du produit complet. Donc ça, ce n'est pas pris en compte. Mais en général, tous les projets qui visent à remplacer une voie pétrolière par une voie biosourcée commencent à être rentables à partir d'un niveau
de prix de pétrole à peu près à $50 du baril. Donc on est encore largement au-dessus. Évidemment, je ne gère pas le prix du pétrole, personne ne le gère, je crois, mais penser que le pétrole puisse baisser de manière durable, pérenne dans les années qui viennent, j'y crois pas trop, mais je crois que Total est là, donc il faut aller les voir et leur poser la question. Mais j'y crois pas. Donc je pense que les projets qu'on développe sont toujours très rentables, même avec un baril à 75, $80. Monsieur ? J'ai une question concernant la trésorerie et une question annexe concernant le chiffre d'affaires qui doit être faible, mais est-ce qu'il y a un chiffre d'affaires au zéro, voilà. Alors, pas de chiffre d'affaires pour Dainov au-delà des aides qui nous sont octroyées par exemple l'ADEME ou BPI France, qu'on remercie régulièrement parce que c'est eux qui nous ont permis de démarrer. Donc, pas de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires devrait commencer dans, 3 années, à peu près 2 à 3 ans, je l'ai dit tout à l'heure. Donc la trésorerie, on a de l'argent en banque, évidemment. On a un certain niveau de trésorerie qui nous permet aujourd'hui de tenir jusqu'à mi-2015. Vous prenez tous les revenus qu'on peut obtenir. On est en train de mettre en place différentes choses qui nous permettent de garantir assez tranquillement nos besoins et en cash dans, l'année et demie qui vient. Donc ça, vous le verrez dans les semaines qui viennent. Et encore, je vous l'ai dit encore une fois, j'espère revenir vers vous avec quelque chose de très logique. Ça peut être une augmentation de capital, ça peut être un placement privé. Évidemment, je préfère une augmentation de capital, ça permet à tous les actionnaires de participer, mais cette fois avec une structure logique. Donc le problème n'est pas la capitalisation de la société. On a les solutions sur notre table qui vont nous permettre de garantir la couverture de nos besoins en cash dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Donc c'est pas un de mes soucis principaux, même si j'y travaille. Monsieur Petiot, merci. Je crois qu'on est arrivé au terme de la conférence. Merci beaucoup. Merci à tous.